Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bonjour, je suis Sophie Wilforn, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme mission l'amélioration du quotidien des vétérinaires. Et moi je suis Marine Slove, vétérinaire touche à tout, journaliste, consultante et cofondatrice de Veto Job. Bienvenue sur le podcast qui rend la parole aux vétérinaires. Grâce à ce média, nous pouvons enfin livrer notre regard sur la profession. Un regard qui nous est propre, même s'il diffère parfois de la version idéalisée bien ancrée dans l'imaginaire collectif. Vous entendrez ici des consoeurs et confrères, praticiens ou non, se confier sur une tranche de leur existence et interroger leur quotidien de vétérinaire. Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes, parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie. Ici pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute. Aujourd'hui, sur Veto Micro, j'accueille Alexandra. Bonjour Alexandra. Bonjour. Alors Alexandra, aujourd'hui, on fait une petite première exception à la règle sur Veto Micro. Tu n'es pas encore vétérinaire, tu es étudiante vétérinaire. Alors, tu es à la toute fin, tu es en 5e année et tu étudies en Roumanie à Cluj. C'est bien ça? Ouais, c'est ça. Sachant qu'à Cluj, il y a 6 ans du coup, donc... Voilà, encore une. Ça marche. Alors, tu es française, parisienne, mais aussi limousine. Et comme beaucoup de vétos et futurs vétos, tu as découvert ta vocation assez tôt. Je te laisserai bien sûr la parole pour nous expliquer tout ça. Et la raison pour laquelle je t'ai invitée sur Veto Micro, on a fait connaissance il y a quelques temps autour de ton propre podcast. Alors, tu as évoqué plusieurs choses qui m'ont interpellée, on va dire. Un besoin de créativité, un intérêt grandissant pour l'humain, en plus des animaux, et puis enfin un besoin d'avoir des projets en parallèle de ton potentiel, de ton futur métier. Ce discours, je le rencontre de plus en plus fréquemment dans les jeunes générations, mais pas que. On l'entend de plus en plus dans des générations plus âgées et on constate une réelle remise en question finalement du métier tel qu'il a pu être pratiqué avant. Alors l'idée, c'est que je compte sur toi aujourd'hui pour nous aider à peut-être mieux comprendre cet état d'esprit qui souvent interloque les plus anciennes générations, si tu es d'accord. Oui, avec plaisir. Alors, ma question habituelle de démarrage, pourquoi vétérinaire? C'est une question assez compliquée parce que je me souviens pas d'un moment où je me suis dit je veux devenir vétérinaire. En fait, ma sœur voulait devenir vétérinaire déjà et en fait depuis toute petite, du coup, j'ai eu cette envie-là et j'ai suivi ça. Et puis après, j'ai fait un stage à côté de chez moi, donc dans le Limousin, à côté de chez mes grands-parents plus précisément. Et j'ai adoré en fait. J'ai suivi une véto que je suis encore et j'ai vraiment adoré ce qu'elle faisait. Et je me suis dit mais c'est absolument ça que je veux faire. Voilà, c'est comme ça que c'est venu. Et ta sœur aussi est vétérinaire ou est en cours d'études vétérinaires? Pas du tout. Elle est partie dans des études littéraires, donc. C'est elle qui t'a tracé qui a tracé ta voie finalement. Ouais, totalement. Initialement, c'était limite elle qui était plus vraiment hyper patiente avec les animaux. Moi, j'étais une enfant un peu Brutus. Mais au final, c'est au lycée que ça s'est joué, c'est-à-dire que au lycée, on est tombé sur la même prof qui nous a dit que de toute façon, on n'y arriverait pas. Du coup, elle croyait pas en elle y est pas allée et moi j'y suis allée quand même parce que je me voyais vraiment pas faire autre chose et je pense que c'est ça en fait qui a tout changé quoi. Et pourquoi la prof ou les profs disaient que vous n'y arriverez pas? Alors c'était une prof de maths, on était toutes les deux vraiment nulles en maths. Du coup, elle croyait pas vraiment en nous, quoi. Enfin, moi, elle m'avait clairement dit, je lui avais demandé, parce qu'elle voulait pas que je passe en filière scientifique, et du coup, je lui avais demandé, mais est-ce que vous pensez que vraiment j'y arriverai pas? Et elle m'avait dit, oh bah non. Et c'est une autre prof, et j'ai essayé de retrouver son contact, parce que je voulais absolument, quand je serai diplômée, je vais lui envoyer un message pour lui dire à quel point je suis reconnaissante. C'est une autre prof, une prof de physique, qui m'avait dit, moi je voulais devenir
pilote de chasse et j'ai jamais pu à cause de ma vue et ça a vraiment c'est un rêve que j'aurais vraiment voulu atteindre et je veux pas du coup te bloquer. Je veux au moins te donner cette chance-là en fait de passer en scientifique pour pouvoir tenter parce que tu as la possibilité de tenter que moi j'ai pas eu et du coup je veux te donner cette possibilité-là et elle a forcé pour que je puisse passer en scientifique et au final la scientifique ça s'est plutôt bien passé pour moi donc. Génial. Comme quoi les rencontres, bonnes ou mauvaises, peuvent avoir une influence assez décisive sur ton avenir. Ouais, c'est incroyable. Et alors, je reboucle. Tu disais que tu avais adoré ton premier stage. Est-ce que tu peux nous donner des anecdotes, nous détailler un peu plus? C'était il y a assez longtemps, mais je me souviens juste de moments où on était dans la voiture et parce que du coup c'était en milieu rural et on était dans la voiture et en fait les matinées passaient super vite quand on était en rural. Je me disais mais c'est pas possible, genre il est déjà midi, c'est déjà l'heure de rentrer alors que j'ai l'impression de pas avoir commencé la matinée. Et on faisait plein de trucs et c'est là que j'ai vu mon premier vélage. Enfin et d'ailleurs ma maître de stage m'a renvoyé il y a 1 ou 2 ans des photos de mon premier vélage, enfin le premier vélage que j'avais vu et vraiment je me suis dit mais je veux faire ça quoi. Il y a pas de possibilité autre que ça. Et c'était de la rurale ou c'est de la rurale ou de la mixte que tu faisais à ce moment-là? Ouais, c'était de la mixte, c'est un cabinet mixte, ouais. Ok. Et est-ce que tu as une idée par rapport à ça, vers quoi tu te destines aujourd'hui? Mixte aussi. Mixte aussi. Donc c'est ton premier stage, en fait tes premières rencontres et ton premier stage a été assez déterminant vu ce que tu me dis. Ouais, vraiment. Puis c'est une maître de stage qui est hyper pédagogue et qui aime vraiment transmettre, donc c'est vraiment top. Et puis elle me suit vraiment, elle demande toujours des nouvelles. On parle régulièrement. Enfin vraiment, j'ai eu de la chance encore une fois en fait. Alors aujourd'hui tu étudies en Roumanie. Est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivée là-bas? Oui, alors en fait, en sortant du lycée, j'ai fait un IUT parce que j'étais extrêmement stressée. Je me disais que la prépa, ça serait pas possible pour moi. Évidemment, bon, mes parents auraient voulu que je prenne la voie royale, comme ils l'appellent, et j'ai dit mais c'est pas possible. Enfin, je peux pas. Déjà au lycée, je passais ma vie à travailler. Mes amis me disaient déjà mais Alex, il faut que tu sortes. Enfin, t'es qu'en première et tu sors pas. Mais comment tu vas faire dans tes études sup, quoi? Et en fait, j'étais tellement stressée que c'était pas possible. Je pouvais pas, même pour le bac, c'était une angoisse pas possible. Et je me suis dit, pour la prépa, ça va pas être possible. Et du coup, je me suis inscrite en IUT, génie biologique, à Paris. Là, j'ai fait 2 ans d'IUT et après l'IUT, donc déjà l'IUT, c'était, pour ceux qui veulent faire un IUT, vraiment, je trouve ça top parce que c'est vraiment, on apprend toutes les analyses de laboratoire. En fait, on est censé pouvoir sortir de là en étant capable de faire de la recherche, de travailler dans des labos, etc. Donc vraiment, c'est hyper vaste. C'est un peu de la médecine, de l'analyse de labo, etc. Et en fait, il y a énormément de choses que j'ai apprises en IUT qui me servent aujourd'hui. Donc je regrette pas du tout d'avoir fait un IUT. C'est vraiment un des meilleurs choix que j'ai fait pour moi, en fait. Et après, j'ai fait 1 an de prépa post-IUT. Donc c'est une prépa ATS qui dure 1 an. Et j'ai pas eu le concours à la fin de cette année-là. C'est-à-dire que en fait, en prépa ATS, on a le choix que des écoles vétérinaires et des meilleures écoles d'ingénieurs. Donc il y a pas, on peut ne pas avoir d'école du tout. C'est-à-dire que dans les écoles d'ingénieurs, il y a genre AgroParisTech. Enfin, il y a que les grandes écoles et il y a pas d'autres possibilités que ces grandes écoles-là. Et j'ai pas été prise, donc dans aucune école, ni veto, ni agro. Et du coup, au début, je me suis dit, mais j'ai même pas été prise en agro, je suis vraiment nulle, j'ai plus rien et tout, j'ai plus de possibilités. Et encore une fois, c'était une des meilleures choses qui pouvaient m'arriver parce que du coup, comme j'avais pas eu agro, mon père m'a dit, écoute, là, t'as pas d'école, donc si tu veux partir, tu peux. Alors qu'il m'a clairement dit, si t'avais eu une école d'ingé, je t'aurais dit que autant faire une école d'ingé parce que il y avait que des bonnes écoles qui étaient proposées. Donc il m'a dit qu'il m'aurait pas laissé partir, mais pour le coup, comme j'ai pas eu d'école, il m'a dit bon, tu peux y aller si tu veux. Je suis pas hyper chaud que tu partes en Roumanie, mais bon, si c'est vraiment ce que tu veux faire, fais-le. Entre-temps, j'avais quand même demandé des écoles d'ingé sur dossier parce que c'était encore possible.
Et j'étais allée dans une école d'ingé, je suis tombée sur une fille qui m'a dit au moment de mon mon entretien, juste avant, je suis tombée sur une élève qui m'a dit alors franchement dans cette école, on fait du 8h 19h tous les jours, si t'es pas passionné par ce que tu fais, c'est même pas la peine. Hein. Et là, je me suis dit bah c'est non du coup, enfin je souhaite pas passer 8h 19h dans un truc qui me plaira sûrement pas. Donc j'ai été acceptée dans cette école mais j'ai refusé du coup et j'ai présenté ma candidature en Roumanie, j'ai été prise et du coup je suis partie. Voilà. Et t'avais toujours envisagé la Roumanie parce qu'il y a d'autres écoles francophones potentielles? Alors pas du tout, enfin je pensais pas du tout faire la Roumanie, pour moi c'était vraiment pas un de mes choix principaux, enfin jusqu'à la prépa, j'avais pas du tout pensé en fait. Et il y avait un garçon dans mon IUT qui avait fait une école en Belgique, je sais plus laquelle. Sauf que je sais pas, j'avais entendu dire qu'en Belgique, il y avait une sorte d'écrémage à la fin de la première année qui du coup s'apparentait un peu à de la prépa et j'avais peur que ça me foute trop la pression et qu'au final j'y arrive toujours pas. Alors que je me suis dit en Roumanie, si j'y vais, normalement j'en sors pas quoi. Une fois qu'on est dans l'école, c'est difficile d'en sortir quoi. Donc je suis partie en Roumanie et en même temps il y avait aussi dans cette clinique de laquelle je parlais tout à l'heure où j'avais fait mon premier stage un veto roumain qui venait de Cluj et qui m'avait dit écoute notamment si tu veux faire de la rurale c'est vraiment une super école donc n'hésite pas à y aller. Et je me suis dit enfin il s'en sort super bien en rural, il passe très très bien auprès des éleveurs etc. Donc c'est un excellent exemple pour moi en fait et j'avais tous ces a priori très français de oui mais c'est une école à l'étranger et en plus en Roumanie ça va pas être le même diplôme il va pas y avoir le même niveau enfin tous ces préjugés qu'on a tous eu avant d'arriver ici hein. Et en fait, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit mais c'est même pas la théorie qui va compter, c'est plus la pratique que tu vas faire parce que la théorie elle est la même un peu partout, mais c'est vraiment la pratique qui va compter. Et effectivement, je fais quand même pas mal de stages justement pour être sûre de me maintenir à niveau, on va dire. Et c'est vrai qu'il y a toujours ce truc de je sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont avec moi en Roumanie à qui ça le fait aussi, c'est on a envie de prouver qu'on est aussi bien que ceux qui sont en France en fait. On a toujours ce truc je pense qu'on a toujours ce doute dans nos têtes de mais imagine, ils ont eu un meilleur cursus que toi, imagine ils sont meilleurs que toi, il va falloir que tu fasses tes preuves. Et du coup voilà, je regrette pas du tout d'être partie en Roumanie parce que vraiment ça se passe super bien. Les cours sont vraiment bien. On a des profs qui sont super aussi. Enfin, ça se passe très très bien. Et encore une fois, quand on fait des stages, et ici on fait tous beaucoup de stages, et je pense que les stages c'est le plus important vraiment. Toutes tes cours sont en français, du coup? Oui, ouais, tout en français. Que français. Et t'apprends le roumain? Alors, la première ou les 2 premières années, on a eu des cours de roumain, mais c'était vraiment approximatif. Enfin, on a appris le verbe être et avoir en 2 ans, quoi. Donc bon, c'était pas très utile. Du coup, je parle pas vraiment roumain, non. D'accord, t'es pas encore bilingue en roumain. Pas du tout, non. Alors j'en profite pour te demander justement, tu parlais de ces a priori par rapport aux études à l'étranger. Est-ce que t'as peut-être pas encore assez de recul, mais est-ce que tu connais des gens des vétérinaires ou des futurs vétérinaires plutôt, qui font des études en France? Est-ce que tu constates des grosses différences entre les études en France et en Roumanie? Moi, je sais pas vraiment parce que je parle pas forcément de ça avec les étudiants en France. Je pense que c'est parce que inconsciemment j'ai pas envie de me comparer non plus, donc je leur demande pas. Après je le vois par rapport à mes maîtres de stage qui me disent que en soi le niveau a l'air bon aussi. Enfin plusieurs fois j'ai entendu oui ils ont l'air d'avoir un bon niveau à Cluj quand je faisais mes stages chez eux, donc je me dis que doit pas y avoir tant de différence que ça quoi.
Encore une fois, je pense que ça dépend aussi de la motivation, des stages qu'on a fait, etc. C'est ça vraiment qui est déterminant, il me semble en tout cas. C'est marrant ce que tu dis parce que ça me fait repenser, tu vois, j'ai l'impression que là où on en est aujourd'hui par rapport aux études à l'étranger, en dehors de la France, et où on était quand moi j'ai fait mes études en Belgique, je me rappelle à l'époque c'était aussi un peu ça, même si on avait beaucoup de Français aussi qui venaient en Belgique, c'était un peu les Belges, ils sont moins bons que les Français. Je pense qu'on est passé au-dessus de cet a priori là aujourd'hui et que ça a été translaté maintenant vers des autres pays francophones. Donc j'ose espérer que voilà, une fois que vous aurez fait vos preuves entre guillemets en tant que veto chez nous, ben voilà, pareil de nouveau on pensera plus, on n'aura plus ces a priori, ces croyances limitantes. Oui, bah surtout que là il y a les premières promos de 6e année du coup qui sont sorties. Je crois qu'ils sont sortis il y a 2 ans, il me semble, les premières promos de l'école de Cluj, en tout cas les francophones. Donc là, ça, je pense qu'ils sont en train de défaire tous ces préjugés-là, petit à petit. Donc toi, t'es en 5e année aujourd'hui. Vous êtes combien dans ta promo ? On est 45, je crois. Et comment ça se passe d'ailleurs ? Voilà, tes 5 premières années, comment ça s'est passé ? C'est quoi ? Quels ont été les freins pour toi jusqu'à aujourd'hui ? Comment ça s'est passé, c'est-à-dire dans mon cursus scolaire en général ? Comment entre la première où t'es arrivée toute jeune étudiante à Cluj et aujourd'hui, quand tu regardes en arrière, comment tu ressens les choses, quels ont été les freins, quels ont été les leviers, les choses qui t'ont aidé ? Déjà, je suis arrivée ici, j'avais une confiance en moi qui était à 0, hein, je venais de rater mon concours, j'étais c'était vraiment un peu l'apocalypse dans ma tête, quoi. Mais en fait, je suis arrivée ici en même temps et je me suis dit, c'est une chance inouïe que j'ai de pouvoir réaliser mon rêve et je suis enfin en école. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir commencé vraiment à vivre à partir du moment, à vivre une vie normale d'étudiant en fait en arrivant ici, parce que comme je le disais tout à l'heure, depuis déjà pas mal de temps, depuis mon lycée, etc., je stressais énormément. Je passais mon temps à travailler en me disant qu'il fallait absolument que j'ai ce concours-là et qu'il fallait que je donne tout ce que j'ai. En IUT, c'était pareil. En prépa, on a tous connu la prépa. Et du coup, arrivée ici, je me suis dit, mais waouh, maintenant j'y suis, c'est bon, je peux lâcher le truc. Et déjà, ça fait un bien fou, ça, c'est un poids en moins sur les épaules. Et puis j'ai commencé. Alors la première année, j'étais toujours dans ce truc de, il faut que tu sois. J'avais toujours ce truc de prépa, je pense, où il fallait que je travaille beaucoup. Donc finalement, je suis pas tant sortie que ça. Je me prenais des moments. En fait, ce qui changeait de la prépa, c'est que je me prenais des moments avec des amis et je me prenais des moments pour moi que je prenais pas du tout avant. Mais je travaillais quand même beaucoup. J'étais très stressée au niveau du travail. Et petit à petit, ça s'est amélioré, on va dire. Je me suis moins mis de pression. Je suis toujours stressée, hein, mais ça va quand même beaucoup mieux. Et je me dis que il faut que j'apprenne à vivre normalement. Que j'apprenne à juste profiter. Et je pense que le fait de déjà créer mon podcast, de trouver des sujets qui m'intéressaient, comme notamment la psychologie ou l'humain en général, ça m'a donné d'autres objectifs que mes études veto. Et ça, je pense que ça m'a énormément aidé aussi et ça a changé beaucoup de choses. Parce que j'avais plus l'unique objectif de devenir veto, j'avais aussi d'autres objectifs dans ma vie, d'autres projets dans ma vie, et ça a permis de diminuer la pression que je me mettais, quoi. Ce sont des sentiments qui sont partagés parmi les autres étudiants, ce sentiment de stress surtout. Je pense que c'est très personne dépendant. Oui, il y a pas mal de gens qui sont stressés, d'autres beaucoup moins. Vraiment, je pourrais pas faire une généralité. Je pense c'est individuel, quoi. Et
Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi de passer de cette voie, on va dire presque monolithique de voilà, j'étudie à fond et je veux devenir véto à ok, il y a peut-être d'autres choses qui peuvent m'accompagner sur cette trajectoire. Ça a été, je suis tombée un jour sur le live Insta d'une coach qui aide les personnes vraiment à avoir confiance en elles et à suivre ce qui leur fait du bien. Et je sais pas, elle dégage un truc, cette femme. Elle s'appelle Nathalie Lefebvre, si vous voulez aller la suivre, si vous avez un coup de mou, vraiment, elle est incroyable. Et je suis tombée sur son live et elle dégage une énergie vraiment. Et je me suis dit, mais en fait, il y a tellement de choses qui sont possibles sur Terre que pourquoi je me cantonne à ça, en fait. Et quelques jours après l'avoir découverte, on était en cours en visio à ce moment-là. Et j'envoie un message à une amie à moi et je lui dis, mais un jour, je vais lancer un podcast. Je suis sûre de moi, j'ai trop envie. C'est un objectif que j'ai. Et elle me dit, bah très bien, t'as toujours des idées folles, mais allons. Et en fait, le soir même, j'ai trouvé le nom du podcast, les sujets que je voulais aborder. Le lendemain, j'ai trouvé une femme qui a accepté de faire un podcast avec moi. Et là, j'ai lancé le premier podcast et je me suis éclatée. Et en fait, c'est comme si j'ouvrais le robinet de créativité. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à lancer le podcast et en même temps, j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à rencontrer plein de monde, à faire davantage de photos parce que j'adore la photo. Du coup, bah toujours en amateur, mais vraiment prendre beaucoup plus de photos, à écrire, à faire plus de musique que d'habitude, à peindre. Enfin, ça a vraiment débloqué le robinet, quoi. Et en fait, ça me faisait énormément de bien d'avoir quelque chose à côté de mes études. Et je me suis rendu compte que l'année où j'ai mis en place le podcast, j'enregistrais même des podcasts pendant mes périodes de partiels. Et je me suis dit, mais t'es complètement taré. Enfin, normalement, j'aurais travaillé vraiment du matin au soir sans pause limite. Et là, ben, je me mettais à prévoir des enregistrements le soir, alors que, enfin, j'aurais jamais fait ça avant, quoi. Et en fait, ça me faisait énormément de bien parce que ça me mettait déjà un objectif dans ma journée, avec quelque chose que vraiment j'adorais faire. Et ça m'a permis de déstresser, de prendre du recul, prendre énormément de recul en fait sur mes études, parce que je me suis dit mais c'est pas toute ta vie en fait. C'est une partie de ta vie, oui, mais ça doit pas te prendre toute ton énergie, ça doit pas prendre toute ta vie. Il y a tellement de choses à côté. Goûte à plusieurs choses en fait. Cette créativité dont tu parles, t'en avais un peu conscience avant ça? Jeune, t'as fait des choses, je sais pas, de la danse, du dessin. Alors, j'en avais absolument pas conscience. J'ai fait effectivement de la danse, du violon. Enfin, j'ai fait de la musique en fait à partir de 6 ans et jusqu'au lycée. Et le truc, c'est que c'était de la danse et de la musique au conservatoire, donc très normé, je pouvais pas jouer ce que je voulais. Il y avait des examens, des auditions tout le temps, et j'étais vraiment. En fait, il y avait tellement de pression. En fait, la musique, c'était aussi une source de stress énorme pour moi. C'était pas du tout un loisir parce que au conservatoire, ils sont très. Enfin, il faut travailler régulièrement, et puis. Encore une fois, on pouvait pas jouer ce qu'on voulait. Du coup, c'était source de stress intense. Et j'avais pas la place pour la créativité. Et à un moment, j'ai arrêté le violon. Et en IUT, j'ai repris la musique me manquait énormément. Et du coup, mes parents m'ont offert une guitare. Et là, ça a été vraiment trop cool parce que déjà je jouais ce que je voulais, il y avait personne pour me dire ce que j'avais à jouer, j'avais pas d'examen, j'avais personne pour me dire il faut que tu travailles. Et en fait je travaillais toute seule, mais je passais une journée pour apprendre un morceau et après je le travaillais entre guillemets. J'aime pas utiliser ce mot parce que du coup mais je travaillais le morceau régulièrement pour pas le perdre parce que c'était vraiment une volonté de pas le perdre en fait, mais je le travaillais pas juste histoire de le perfectionner. Et
ça, je pense que ça a pas vraiment débloqué ma créativité, mais ça a été le premier pas pour déjà me refamiliariser avec la musique d'une manière différente. Et après, vraiment, pour ce qui est d'autres créativités, typiquement le dessin, la peinture, l'écriture, en fait, j'ai toujours cru que j'étais bonne qu'à apprendre par cœur des trucs. Vraiment, les études, c'était toute ma vie, donc je me disais, mais je suis bonne qu'à ça, en fait. Et quand j'ai créé le podcast, c'est là que je me suis rendu compte que bah non, j'étais capable d'écrire des choses incroyables. J'étais capable de faire des musiques moi-même. J'étais capable de peindre, alors que mais vraiment jamais j'avais fait ça de ma vie. Et je me pensais nulle dans tous ces domaines-là. Donc non, ça vient pas de mon enfance en tout cas. C'est pas inné chez moi, quoi. Ou alors c'était enfoui quelque part et voilà, ça demandait qu'à sortir. Oui, peut-être aussi, ouais. Et si tu devais donner une définition à la créativité, ce serait quoi? Oh waouh. Pour moi, c'est vraiment on est créatif à partir du moment où on fait confiance on a confiance en ce qui nous traverse, tu vois. Et qu'on va le mettre, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une idée qui nous provoque de l'enthousiasme, et ben on l'a fait devenir vivante, on la met en œuvre, on la concrétise. Ça pour moi, c'est la créativité. C'est plutôt une belle définition. Et la raison pour laquelle je te pose cette question, c'est parfois on a l'impression que la créativité, c'est uniquement, entre guillemets, de l'art, de la musique, de l'écriture, mais ça peut être tout un tas de choses. Et j'aime beaucoup d'ailleurs la définition que t'y prêtes. Et est-ce que tu penses que une autre définition que je vais te demander, être vétérinaire et créatif, ça évoque quoi pour toi? Ça serait être créatif déjà dans son métier, avec les animaux, c'est-à-dire en fait il y a plein de moyens d'être créatif. Par exemple, je sais que j'entends souvent parler de vétérinaires qui pendant les chirurgies font des trucs hyper créatifs mais qui sont pas du tout dans les bouquins, quoi. Ça peut être aussi donc tu vois vraiment avec les animaux. Ça peut être aussi dans l'équipe, c'est-à-dire être créatif, mettre en place des choses qui sont susceptibles de faire du bien à tout le monde. Ça peut être une créativité dans la façon dont on gère son entreprise. Ça peut être partout en fait. Vraiment, à partir du moment où on a pour moi vraiment, c'est à partir du moment où on a une idée et qu'on ressent de l'enthousiasme pour cette idée et on se dit bah je vais la tenter. Bah, par exemple, dans une équipe, c'est j'ai l'idée mais ça peut être tout bête d'organiser quelque chose en groupe pour qu'on puisse tous se parler et tous être juste se voir dans un autre environnement. Ben ça c'est pour moi c'est être créatif et je trouve que c'est super important d'être créatif en dehors du simple métier de vétérinaire. Comment expliquer ça? Pas être créatif juste dans les chirurgies ou dans les consultes, ou c'est vraiment être créatif avec l'équipe, être créatif dans sa façon de gérer son entreprise, dans la façon, je sais pas, d'accueillir les clients, voilà, d'avoir des idées, de les concrétiser. Ça, en tout cas, pour moi, j'aimerais pouvoir le mettre en place plus tard, quoi. C'est des choses que tu rencontres quand tu vas faire des stages, par exemple? En fait, j'ai l'impression que ça me fait un peu peur aussi, c'est que j'ai l'impression que à partir du moment où on est véto, on n'a plus le temps. Les personnes ont des idées. Les vétos ont des idées. Il y a des choses qu'ils voudraient mettre en place, mais ils ont pas forcément le temps. L'équipe n'a pas forcément le temps. C'est le rush et du coup, on prend pas le temps de faire certaines choses. Et c'est vrai que ça me fait peur parce que je me dis peut-être que moi non plus j'aurais pas le temps parce que il y a plein de vétos qui voudraient mettre en place des trucs et qui sont vraiment motivés pour ça, mais juste ils ont pas le temps, quoi. Et j'espère que je pourrai trouver le temps. C'est des choses
encore une fois, quand tu es en stage, dont tu as l'occasion de discuter avec des vétérinaires que tu suis, par exemple? Oui. C'est après c'est des choses desquelles on va parler. Et en plus, j'en parlais avec une véto récemment qui disait que il y a l'une de ses ASV qui était justement hyper créative et qui avait mis plein de choses en place dans la clinique. Et en fait, là, je suis en train de me dire que vraiment la créativité peut venir de partout dans la clinique, de toutes les personnes qui sont dans la clinique. Et ces personnes-là trouvent le temps. Je sais pas comment. Mais oui, on en a déjà parlé. Je pourrais pas te donner de sujet précis parce que je m'en souviens pas forcément, mais c'est des choses desquelles on parle. Et encore une fois, je pense que le stress, la pression, le temps font que c'est pas forcément toujours mis en place. Est-ce que tu penses donc que tout le monde a une graine créative et qu'elle demande simplement à être arrosée, on va dire, mais qu'au final, elle est bridée par les contraintes du métier aujourd'hui? Oui, je pense. Je pense parce que pour moi, c'est très personnel. Après, il y a peut-être des gens qui fonctionnent pas du tout de la même manière que moi, mais je sais que ma créativité déjà réussit à prendre place en moi à partir du moment où je prends du temps pour moi. Et ça, c'est super important. À partir du moment où déjà je prends du temps seule, j'ai énormément besoin de solitude. Je prends du temps pour être seule et au calme. C'est super important en fait pour moi d'avoir du temps pour soi. Et c'est ce qui permet de faire fleurir la créativité. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose dont vous parlez entre vous, entre étudiants, futurs vétos, cette crainte de manque de temps, et puis la conséquence qui serait d'être bridé quelque part, de pas être épanoui, et du coup d'avoir potentiellement peur de ne pas y arriver. Ouais, énormément. On en parle beaucoup entre nous et notamment parce que là il nous reste 2 ans parce qu'on est en tout début de 5e année et on se dit que c'est déjà très très proche et on a très peur de en tout cas je parle des gens avec qui je peux en parler, on a très peur de rentrer dans le métier et de plus avoir le temps pour nous, pour nos familles, pour faire ce qu'on aime faire. Et du coup on se pose beaucoup de questions à ce sujet parce que d'un côté on aime ce qu'on fait, sinon on serait pas là quoi. Mais on veut pas que ça soit notre vie entière. Et comme je disais tout à l'heure, par exemple, moi avant je vivais vraiment que pour mes études, que pour ça. Je voyais très peu mes amis, je sortais très peu. Et j'ai plus du tout envie de vivre ça parce que je me rends compte que maintenant que j'ai d'autres projets, maintenant que j'ai d'autres choses qui m'appellent, je me sens beaucoup mieux dans ma vie en fait. Et du coup, j'ai pas du tout envie de retourner dans un truc où je vais être aspirée par mon travail. Et j'en parle avec des amis, j'en parle aussi beaucoup avec les différents vétos avec qui je vais. Et il y a des avis extrêmement différents à ce sujet, mais je vais essayer de retenir l'avis d'une personne avec qui j'ai été, qui m'a dit la première année que j'ai travaillé, je me suis usée. Et en fait, ça l'avait quasi dégoûtée du métier. C'est-à-dire qu'elle a arrêté la pratique pendant un certain temps et après elle y est revenue. Et elle m'a dit fais ce qui toi te semble le mieux pour toi. Et si c'est de faire moins de jours par semaine, tu feras moins de jours par semaine, mais te mets pas sur les rotules dès ta première année, quoi. Et j'essaye de garder ça dans ma tête parce que je sais qu'il y aura toujours ce truc de ouais, mais il faut être bien vu, il faut prendre de l'expérience vite. Et d'ailleurs, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit d'un côté, j'ai peur de pas prendre assez d'expérience si je fais pas un temps plein et que je fais pas plein de gardes la première année. J'ai peur de pas acquérir assez d'expérience. Et elle m'a dit, mais tu sais, c'est pas parce que tu vas te mettre sur les rotules que tu vas plus apprendre.
si t'as du temps chez toi pour toi, t'auras peut-être le temps aussi de revenir sur tes cas et de les analyser plus en profondeur et t'auras en fait plus de temps pour chacun de tes cas. Donc finalement, c'est pas une perte de temps et en plus tu te dégoûteras pas du métier quoi. Donc c'est plutôt pas trop mal. Et tu disais qu'il y avait différents avis sur le sujet. Tu veux dire qu'il y a des avis plutôt pro, rapport vie perso, vie pro et plutôt contre? Ouais, j'ai vraiment eu plusieurs sons de cloche. Ça va de écoute-toi, même si c'est faire un temps partiel, bah le plus important c'est de t'écouter. À un veto, ça doit travailler tous les jours. De toute façon, sinon la profession va couler. Et la différence entre les deux en termes de personnes, est-ce que c'est gros cliché, hein, est-ce que c'est de l'âge, est-ce que c'est plutôt genré? Là, j'ai pas tant l'impression parce que la personne qui m'a dit ça même les personnes que j'ai entendu dire oui, un veto ça doit travailler tout le temps, ils ont une quarantaine d'années. Effectivement, les vétos qui me disent que l'important c'est de prendre soin de moi, c'est des vétos qui sont pas sortis d'école il y a si longtemps que ça, genre il y a 5 ans max quoi. C'est vrai que ouais, c'est générationnel aussi, je pense, c'est vrai. Tu penses qu'elle vient d'où cette prise de conscience, ce besoin de bon rapport vie perso, vie pro? Parce que c'est pas que au niveau vétérinaire, évidemment, c'est au niveau sociétal. Qu'est-ce qui a changé selon toi? Je sais pas trop. Je sais pas trop parce qu'au début, je pensais que c'est parce qu'on avait été une génération qui a vu ses parents travailler tout le temps et ne pas avoir de vie. Et du coup, je me disais au début, ça doit peut-être venir de ça parce que moi, par exemple, mes parents travaillaient énormément, même le week-end, et du coup, je les voyais très peu. Et je sais que quand j'étais petite, ça m'a plutôt affectée. Et du coup, je pensais que ça venait de là, mais en même temps, je me dis, nos grands-parents, ils travaillaient aussi énormément, quoi. Donc, pourquoi mes parents, ça les a pas dégoûtés plus que ça? Je sais pas du tout. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette génération-là? Je sais pas. C'est vraiment une question, hein. Est-ce que le rapport à l'argent, peut-être, a changé? Au rapport au besoin d'argent? Ouais, peut-être. Après, je sais pas, je connais pas du tout le rapport à l'argent des générations précédentes, donc peut-être que ça vient de là. Nous, quand on en parle entre nous aujourd'hui, contrairement à ce que parfois on peut entendre, genre les vétos font ça pour l'argent, on fait pas. Enfin, nous, tout ce qu'on veut, c'est pouvoir vivre normalement, quoi. Mais avoir une grande maison avec piscine, un chien et je sais pas moi, 3 maisons secondaires, en tout cas moi ça me dit, je m'en fous un peu quoi. Tout ce que je veux c'est pouvoir vivre normalement, pouvoir manger à ma faim et pouvoir quand même avoir un minimum de confort, hein. Je vais pas dire que je veux vivre dans un taudis quoi, mais je sais pas. Peut-être que l'argent joue, ouais. Mais je sais pas, je connais pas du tout le rapport à l'argent des générations précédentes, donc je vais pas me permettre de comparer ce que je connais pas, quoi. Non, et ce serait intéressant, voilà, les gens qui écoutent ce podcast, de rebondir sur leurs avis divers et variés sur la chose. Je pense que ça interpelle beaucoup de gens. Je précise juste, oui, quand je parlais de rapport à l'argent, c'était peut-être plus au besoin d'argent, de gagner sa vie, de sécurité. Peut-être à mettre en parallèle de la croissance économique mondiale, et qu'aujourd'hui il y a peut-être une prise de conscience d'avoir besoin de moins de croissance déjà, et par rapport à la planète, voilà, j'émets des hypothèses, vraiment, c'est pas forcément juste un avis, c'est de se dire pourquoi ce gros changement entre des gens qui ont mon âge peut-être et un peu plus, et voilà, les jeunes générations qui arrivent, qui ont clairement, et à juste titre, je pense, du coup là je me permets de donner mon avis, une meilleure appréhension de la vie perso, vie pro. En tout cas, voilà, j'appelle aux
aux commentaires pour ceux qui écoutent ce podcast, peut-être de donner leur avis sur la chose. Je fais la transition. On a pas mal évoqué le côté créatif et puis le rapport vie perso, vie pro. Tu m'as parlé aussi d'un intérêt grandissant pour l'humain, en plus des animaux. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Alors au début, je suis pas du tout partie là-dessus quand j'étais plus jeune. Je voulais faire veto parce que j'aimais pas les humains et que du coup les animaux ça m'irait très bien. Et puis en fait, je crois que j'ai commencé à m'intéresser vraiment à l'humain à partir du moment où j'ai suivi une psychothérapie. Et je me suis dit mais waouh, ce qui se passe dans nos cerveaux, mais c'est incroyable. Enfin, le cerveau met en place des systèmes de défense, met en place il évolue différemment en fonction de ce qu'on a vécu, en fonction de, enfin, je trouvais ça hyper complexe, mais tellement intéressant de savoir comment un humain s'était construit, que du coup j'ai commencé à énormément lire à ce sujet, à écouter des podcasts, écouter des conférences, etc. Et de là m'est venu vraiment mon attrait pour l'humain. Et en fait, je me suis rendu compte que, en plus de ça, on pouvait pas faire veto si on n'aimait pas l'humain. Enfin, c'était pas possible. J'étais partie du postulat que parce que, j'aimais pas les humains, alors il fallait que je fasse veto parce que en veto, il y avait pas besoin d'aimer les humains. Mais en fait, c'est 50% du travail. Enfin, c'est apprendre à écouter l'autre énormément, apprendre à écouter. Apprendre à capter l'émotion du client, apprendre à l'écouter, mais vraiment, pas ah oui, enfin vraiment l'écouter quoi, être là, pas forcément être son psy, mais être présent quoi, et pouvoir comprendre et je pense qu'il y a beaucoup de tensions avec les clients aussi qui viennent du fait que on se comprend pas, on prend pas le temps de se comprendre, bah comme dans toute relation humaine en fait, on se comprend pas, on prend pas le temps de se comprendre parce que le stress, parce que il y a beaucoup de clients d'un coup, parce que on a déjà eu une journée chargée, etc. Et je pense que le fait d'aimer l'humain, c'est indispensable dans notre métier en fait. Vous avez des cours un peu là-dessus, de communication? On a eu un cours, je crois, en première année. Ouais, c'était par exemple si vous avez un client difficile, comment vous faites quoi. Mais voilà quoi, c'était pas. On avait. C'était en première année. Je me souviens même pas de ce qu'on a fait. Enfin, c'était pas. Et c'était par une psy en plus, donc c'était. En vrai, ça c'était intéressant, mais c'est pas du tout. On nous apprend pas vraiment à comprendre l'humain. C'est pas le cœur de nos études, quoi. Parce que ce que tu dis est clairement partagé, hein, je pense, de faire un vétérinaire parce que on aime plus, je vais pas dire parce qu'on n'aime pas les gens, parce que ça peut-être un peu tiré dans l'extrême, mais en tout cas, on fait vétérinaire parce qu'on aime les animaux plus que les humains. Et c'est vrai pour beaucoup de gens. Ça aussi, c'est quelque chose dont tu discutes avec tes maîtres de stage, par exemple? Non, pas forcément, ça. Pas. Non, je pense pas en avoir déjà parlé. C'est. Prochaine discussion, prochaine fois que tu les vois. Voilà, exactement. Et les solutions, parce que c'est ça aussi hein, qu'on aime un peu apporter dans ce podcast. Toi, tu verrais quelles solutions par rapport à ça, justement, le fait que vous n'avez pas beaucoup de cours là-dessus et que toi, clairement, tu as réalisé que c'était important et tu t'y intéresses, et tant mieux, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde et c'est clairement un choc hein, pour certains d'entre nous quand on sort cette réalisation qu'on va traiter les gens autant que les animaux. Comment tu vois les choses? Je sais pas. En fait, je sais pas à quel degré on peut le rajouter dans nos études parce que il y a des personnes que ça n'intéresse absolument pas et même si on met des cours, ça les intéressera quand même pas. Et puis il y a aussi ce truc de quand c'est un cours, c'est comme si on était obligé, puis on le voit vraiment comme un cours. Alors du coup, est-ce que les gens, ça va vraiment les intéresser? Je sais pas du tout comment on pourrait intégrer ça dans les études.
parce qu'encore une fois, en fait, ça a été hyper personnel. C'est parce que j'ai suivi cette psychothérapie-là que j'ai souhaité comprendre l'humain et que ça m'a vraiment intéressée. Et on peut pas demander à tous les étudiants véto de suivre une psychothérapie. Donc, j'avoue que je sais pas trop. Est-ce que des conférences à ce sujet? Je sais que à Cluj, il y a eu des conférences à ce sujet. Il y avait pas énormément de monde, mais c'était des conférences sur le coaching, sur la relation client, et c'était plutôt intéressant. Donc, est-ce que le fait de le faire sous forme de conférence, ça peut attiser la curiosité de certaines personnes qui vont aller creuser plus loin? Je pense que ça peut être une solution. Le mettre sous forme de cours, franchement, je sais pas. Parce que sous forme de cours, ça serait obliger certaines personnes à venir alors qu'elles s'y intéressent pas. Et j'ai peur que ça les braque plus qu'autre chose. Merci pour ton avis là-dessus. Comment est-ce que tu envisages ton métier en sortant, là, dans 2 ans? Ça va arriver vite, hein. Ouh là là. Je sais pas du tout. Vraiment, je sais pas. C'est une question que je me pose constamment, avec énormément de stress derrière. Donc vraiment, je sais pas comment l'envisager. Je sais même pas où je voudrais aller travailler, parce qu'il y a ce truc où j'aimerais bien découvrir plusieurs endroits aussi pour voir là où je me sens le mieux. Et après, forcément, bah c'est comme tout étudiant sortant d'école, trouver un endroit où on se sent bien, où l'équipe est bienveillante, où on a des vétos qui aiment former. Je pense que ça, c'est universel, hein. Mais plus personnellement parlant, je sais pas du tout comment je me vois dans 2 ans là. Tu m'as parlé à un moment d'explorer des choses en parallèle de ton métier. Oui. Tu penses pouvoir le faire? Tu penses clairement avoir envie de le faire? Alors j'aimerais énormément pouvoir faire travailler sur la psychothérapie et aussi sur les médecines alternatives. Mais après, bon, ça rejoint quand même pas mal véto. Mais vraiment, la psychothérapie, j'aimerais bien pouvoir me former dessus. Après, je pense que pour en avoir parlé avec un véto là, enfin une véto cet été, peut-être qu'effectivement la première année, il vaut mieux que je me concentre sur vraiment la pratique véto en elle-même. Et c'est la même véto qui m'a dit choisis l'emploi du temps qui te convient, quoi. Te mets pas sur les rotules. C'est la même véto qui m'a dit je pense que c'est important de te concentrer au moins la première année vraiment sur véto et de pas te rajouter des études en plus, te rajouter un stress en plus. Déjà, t'en auras assez la première année. Donc, je sais pas. C'est vrai que j'ai très très peur de pouvoir faire de pas pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire. Mais je sais pas. Je me dis que de toute façon, il faut que je trouve le temps. Et en même temps, c'est compliqué parce que là, ça fait plusieurs étés là que je travaille en tant qu'ASV. Et je sais pas, enfin là, même en travaillant un mois, en un mois, j'avais rien le temps de faire, quoi. Enfin, je sais pas où est-ce que je pourrais trouver le temps de faire tout ce que je voudrais faire. Ça m'a fait un peu peur, j'avoue, parce que quand on fait un temps plein, en vrai c'est compliqué. Et en plus, quand on fait des gardes, ça devient très très compliqué d'avoir quelque chose à côté. Et du coup, je me suis dit, mais ça se trouve, en fait, il y a plein de choses que j'ai envie de faire, mais j'aurais pas le temps de les faire. Ah, le temps, on a un rapport au temps qui est quand même particulier, hein, quand je t'entends parler. Alors, je vais poser la question autrement. Si tu avais une baguette magique et que tu faisais abstraction de toutes les injonctions autour de ton avenir, du métier, comment t'imaginerais tes 2 premières années, par exemple, ou 5 premières années? Alors, si j'avais une baguette magique, je me mettrais dans un endroit genre plutôt montagneux parce que j'adore, en mixte, et avec un emploi du temps où j'aurais le temps
de faire de la psychothérapie à côté ou de coacher des gens. En fait, j'adorerais ça, accompagner des gens. Dans l'idéal, en fait, avoir vraiment 2 activités, une de vétérinaire et une d'accompagnement de personnes. Je sais pas exactement sous quelle forme, du coaching, de la psycho ou autre. Mais vraiment accompagner les personnes psychologiquement parce que moi, enfin, je l'ai dit à ma psy d'ailleurs, mais je veux faire ce que vous faites. Enfin, c'est absolument génial. Enfin, vous avez changé ma vision de la vie. Je veux faire pareil que vous. Et dans l'idéal, j'aimerais bien, pouvoir accompagner l'humain en même temps qu'accompagner l'animal. Donc avoir 2 activités. Ou est-ce que je pourrais pas faire je sais pas comment faire, mais voilà. Peut-être qu'à un moment donné, tu trouveras une façon de... Peut-être que là, tu les vois comme 2 activités séparées, mais peut-être qu'il y a quelque chose de complémentaire à aller chercher aussi. Je jette des idées. Et donc ça, c'est toi, ta vision de comment être épanoui dans ton métier. Donc avoir 2 choses qui sont soit parallèles ou qui se complémentent. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est partagé de se dire, ok, demain, vétérinaire, il y a vétérinaire, mais vétérinaire plus, c'est être vétérinaire et avoir des opportunités de faire d'autres choses? Je pense, alors, faire autre chose en tant qu'activité, je sais pas. En tout cas, les amis avec qui je parle me disent quasi tous, je veux avoir une vie à côté. Donc, je sais pas vraiment ce qu'ils entendent par vie. Est-ce que c'est simplement avoir le temps déjà pour sa famille, ce qui est déjà quand même pas trop mal, enfin indispensable en fait. Est-ce que c'est avoir une autre activité à côté? Je sais pas, mais en tout cas, c'est, je pense, généralisé chez les étudiants vétos, c'est vraiment, enfin, en tout cas que je connais, je veux pas inclure tout le monde, mais chez les étudiants vétos que je connais, c'est vraiment une généralité de penser que on veut pas vivre pour véto. On veut pas tout donner pour notre métier en fait. On veut être bon bien sûr, on veut bien faire les choses, on est hyper motivé à accompagner autant les animaux que les humains en fait, mais ça demande aussi, et en fait je pense que c'est indispensable. Enfin on peut pas déjà pour accompagner les animaux, c'est important d'être déjà bien dans sa tête, mais surtout pour la relation humaine, c'est très difficile, je trouve, d'avoir des relations humaines qui soient enrichissantes ou d'être à l'écoute des gens si on n'est déjà pas à l'écoute de soi, si on ne prend déjà pas le temps pour soi. En fait, je pense que tout le monde gagnerait à avoir du temps vraiment pour soi. Mais les clients gagneraient à ce que les vétos aient du temps pour soi. Enfin, pour eux, du coup, je pense. Si tu devais écrire une lettre aux personnes comme moi, aux plus vieux, c'est quoi la solution, tu penses? Comment on peut faire pour justement aider les jeunes comme toi à se sentir bien dans leur métier et à accomplir ce que tu viens de dire? Déjà, c'est essayer de comprendre, je pense, le besoin des générations des futures. Parce que en fait, nous, j'ai l'impression, alors, je sais pas, encore une fois, je parle de façon générale, mais j'ai l'impression qu'on arrive quand même à comprendre le fait que les vétos des anciennes générations, ils ont tout donné pour leur métier. Et en fait, on le sait, et c'est justement parce qu'on le voit qu'on veut pas reproduire la même chose. On voit ce que ça a donné, enfin, on voit que ils donnent tout pour leur métier. Enfin, je connais des vétos, ils viennent sur leur jour de congé, ils viennent sur leur week-end, ils viennent le dimanche pour faire des opérations. Enfin, jamais je veux faire ça de ma vie, c'est sûr. Enfin, si j'ai une famille, j'ai envie de pouvoir être avec ma famille, j'ai envie de même prendre du temps pour moi, et je pense que c'est déjà essayer de comprendre que oui, eux, ils ont donné énormément. Ils ont en sortant d'école, souvent en fait ce que j'entends c'est oui, mais nous quand on est sortis d'école, ben on travaillait comme des tarés et on était moins payés que vous, quoi. Et c'est vrai.
Et c'est vrai. Et nous, on a énormément de chance. Il faut qu'on s'en rende compte aussi. Mais en fait, je comprends leur réticence. Je comprends presque parfois leur colère. Hein. Parce que eux ont l'impression d'avoir tout donné, qu'ils étaient moins payés. Enfin, c'est frustrant de voir que les jeunes se disent non, je veux moins travailler, mais je veux quand même être payé. Je peux comprendre, hein, je peux totalement comprendre. Mais est-ce que s'ils avaient le choix, ces gens-là, est-ce que s'ils avaient le choix d'avoir du temps pour eux, s'ils avaient eu le choix en sortant d'école de voir leur famille, de voir leurs amis, de simplement d'avoir du temps, s'ils avaient eu ce choix-là, quel choix ils auraient fait? Est-ce qu'ils auraient choisi de quand même tout donner pour leur métier, ou est-ce qu'ils auraient choisi d'avoir ce qu'on peut avoir nous, c'est-à-dire avoir la possibilité de pas forcément faire un temps plein, par exemple, tout en réussissant à vivre de ça. S'ils avaient eu le choix, qu'est-ce qu'ils auraient choisi? T'as raison de soulever ce commentaire, en tout cas, cette position sur le choix. Grand débat, bien sûr, hein, à remettre dans un contexte sociétal, personnel, qui sera d'ailleurs encore peut-être à mettre dans un contexte d'inflation, par exemple, qui nous arrive, qui va encore peut-être changer beaucoup de choses. Moi, je vais peut-être pas émettre mon avis personnel là-dessus, parce que c'est peut-être pas le sujet. Par contre, encore une fois, j'interpelle les personnes qui écoutent et qui ont peut-être envie de donner leur avis là-dessus. Mais je pense que, de manière générale, ce que tu as dit est très juste, c'est que, en fait, quel que soit notre avis à nous, finalement, c'est les générations qui arrivent là qui imposent en quelque sorte leur point de vue, qui est avec lequel on peut être d'accord ou pas, mais en tout cas qu'il faut à minima écouter et essayer de comprendre. Je pense que c'est ça un peu le message général. Et puis il y a aussi un truc qui me vient là. J'avais parlé de ça avec des sortants d'école. Ils étaient sortis donc d'école il y a 1 ou 2 ans et on se disait que les cliniques où ils ont beaucoup de vétos, genre là j'étais dans une clinique cet été où ils ont 11 vétos je crois, et ça permet à chacun en fait un peu de choisir un peu plus son emploi du temps que forcément dans une clinique où ils sont 4 quoi. On est beaucoup de vétos sortants qui veulent avoir leur un emploi du temps qui leur convient et où ils peuvent avoir du temps pour faire autre chose à côté. Et est-ce que c'est vraiment qu'on trouve pas de veto, ou est-ce que il y a le problème de avoir trop de veto, du coup ça coûte déjà un peu plus cher à la clinique et du coup je sais pas, est-ce que j'y connais pas grand-chose j'avoue, mais est-ce que du coup, les vétos sont pas payés de la même manière que quand, j'imagine, que quand il y a 4 vétos dans la clinique, forcément, il y a un peu plus d'argent pour chaque veto, je pense. Dis-moi si j'ai tort. Hein. Disons qu'il y a une convention collective aujourd'hui à respecter, hein, donc on peut pas descendre en deçà de la convention collective. Donc c'est pas aussi simple qu'une part de gâteau à partager. Oui, c'est plutôt un chiffre d'affaires qui est généré et des besoins en fonction de le travail qui est généré, qui génère ce chiffre d'affaires, et à quelle hauteur il faut le partager entre des personnes en fonction de leur disponibilité et leur volonté de travailler. Sur ça, t'as bien sûr raison. Et puis évidemment, t'as juste le contexte de l'environnement du travail en France qui fait que les gens sont chargés, donc les salaires sont chargés, donc ça coûte évidemment, plus on a de personnes, plus ça coûte à la clinique, bien évidemment. Donc il y a clairement un juste milieu à trouver entre le chiffre d'affaires généré, les besoins de la clinique et combien ça va coûter de prendre un certain nombre de personnes, ça c'est sûr. Mais après, là où je te rejoins, c'est que on est sur un certain type de modèle aujourd'hui et que sans doute il y a des modèles à aller trouver, chercher, réinventer qui peuvent peut-être faciliter ce que tu évoques.
Oui, parce que je trouve que quand on a beaucoup de vétos dans la clinique, bah c'est. Alors il y a le truc de bien où effectivement on a plus de temps pour soi. L'inconvénient, c'est qu'effectivement quand il y en a un qui te garde, forcément la clientèle est plus grande et donc du coup on va plus loin pendant les gardes quand on est seul de garde. Mais je pense que plus on a de vétos dans la clinique, plus on peut avoir de temps pour soi et je trouve que on y trouve peut-être mieux notre compte que dans des cliniques où on est 4 ou 5. Après voilà, j'y connais pas grand-chose là-dessus, je suis pas du tout chef d'entreprise donc je me permettrai pas d'émettre un avis, mais moi de ce que je vois en tout cas, c'est vraiment que plus il y a de vétos dans la clinique, bah plus les horaires sont répartis et donc du coup c'est quand même plus vivable quoi. Tu évoques un point intéressant là qui me vient à t'entendre parler. Et ça, c'est quelque chose qui me vient plutôt des chefs d'entreprise, on va dire. C'est ce côté, on a l'impression que les jeunes, entre guillemets, hein, c'est pas forcément toujours un reproche, c'est plutôt un questionnement de se dire, il n'y a pas toujours la compréhension de l'environnement du travail et les contraintes de ce que ça veut dire d'avoir une clinique, d'être associé dans une clinique, etc. Peut-être qu'il y a aussi, c'est peut-être un axe de travail de finalement conscientiser. J'aime bien ce mot. Hein. Je sais toujours pas si ça se dit ou pas. Si je crois. Hein. De conscientiser, voilà. Un axe de travail, on va dire général, sur ok, qu'est-ce que c'est d'avoir une clinique, qu'est-ce que ça implique, et parce qu'il y a vos besoins à vous les jeunes, mais il y a aussi les besoins des gens qui ont une clinique, et puis il y a les clients en face, parce que c'est ça aussi qu'il faut se dire. Et là, je joue un peu l'avocat du diable, hein, délibérément, bien sûr. C'est de se dire, on prend l'exemple de médecins. Voilà, à quel moment, bien sûr, c'est hyper important d'être épanoui dans son travail, d'avoir une vie perso, pouvoir fournir un travail de qualité parce qu'on est bien. Après, la question se pose de, en fait, est-ce que, si tout le monde fait ça, si par exemple on emmène, on veut aller chez les médecins en urgence, et d'ailleurs ça arrive de plus en plus à 7h du soir et qu'il y a personne et que c'est vraiment grave, comment on fait? Enfin voilà, il y a beaucoup de questions finalement à se poser derrière ce que tu évoques, qui sont pas si simples et qui peut-être mériteraient aussi d'être adressées dans la profession de manière plus transparente, plus informative, qui vous permettrait aussi, vous les jeunes aussi, de se mettre inversement à la place d'une clinique où on se dit oui, ce serait bien qu'on ait plein de gens. En fait, il y a peut-être un juste milieu entre le plein de gens et les 4 personnes que tu évoques, par exemple, parce qu'il y a une explication derrière. Parce que quand on comprend les choses, c'est toujours plus facile de les accepter. Ouais, c'est sûr. Après, si on est, encore une fois, j'y connais rien dans tout ce qui est entreprise, donc c'est vraiment là, je te pose une question vraiment innocente. Si par exemple on est 15 dans une clinique et que on a, enfin, tu vois, genre il y en a qui s'ils veulent faire des temps pleins, ils font des temps pleins, mais si la plupart font des temps partiels, ça veut dire qu'il y a toujours quelqu'un à la clinique. Est-ce que on pourrait pas jouer là-dessus, c'est-à-dire en fait plus il y a de vétos, moins on est obligé d'avoir de temps plein et donc du coup mais il y a quand même toujours quelqu'un à la clinique. Complètement. Alors faut juste que tu me donnes la solution pour trouver des vétos. Et je rigole bien sûr en disant ça. Non, je suis entièrement d'accord avec toi. Oui, je pense que ça ajoute une complexité, bien sûr, au niveau du planning, toutes ces choses-là, dans lesquelles je rentrerai pas là aujourd'hui. Là, on le voit de plus en plus, des cliniques qui prennent des temps partiels parce que c'est ce que les jeunes veulent et que en fait ils se rendent compte que vaut mieux ça que rien. Du coup, on est un peu à cette phase intermédiaire où on n'a pas assez de personnes. On n'a pas assez de temps partiel, voilà, c'est ça que je veux dire. On n'a pas assez de temps partiel aujourd'hui pour remplir même les postes qui sont là, des temps pleins, je veux dire. Donc on est encore dans ce côté un peu serpent qui se mord la queue. En fait,
pas assez de gens, donc les gens travaillent beaucoup, donc les gens sont dégoûtés, donc les gens veulent faire que des temps pleins, temps partiels, on n'a pas assez de temps partiel, tu vois. Vaste sujet, vaste débat, et c'est bien pour ça que je t'ai invité aussi à ce podcast, c'est que tu donnes ton prisme et ton point de vue de jeune future vétote qui est certes le tien, sans jugement, qui est partagé ou pas, mais de manière générale quand même un bas bruit, on va dire, plutôt généralisé dans les jeunes vétos et futurs vétos. Quel conseil tu donnerais à la jeune, parce que généralement je pose la question, quel conseil donnerais-tu à la plus jeune version de toi-même en étant véto? Comme tu n'es pas encore véto, quel conseil tu donnerais à la jeune future vétote qui démarre ses études? Donc si tu te revois il y a 5 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Que le plus important c'est d'avoir confiance en soi et de croire en soi en fait. On n'a pas toujours confiance en soi, mais on peut toujours décider de croire en soi. Et je lui dirais de toujours faire ce choix-là, de croire en elle et de rester persuadée que elle arrivera à faire ce qu'elle a envie de faire, et que ce soit dans ses études véto, mais aussi plus tard. Je suis persuadée que il y aura peut-être des moments où ça va être difficile, où je vais peut-être me perdre dans mon travail, où je vais peut-être perdre de vue mes objectifs, mais je sais que il y a un moment où je me dirai maintenant c'est tu reprends tes objectifs et tu crois en toi, et tu même si ça fait peur, tu les suis et tu les mets en œuvre et tu les concrétises. Voilà, toujours croire en soi et croire en nos idées et nos envies. Voilà. Merci pour ça. Alors on a évoqué pas mal de choses déjà, parfois en surface, parfois un peu plus en profondeur, des choses qui sont clivantes, hein, j'ai aucun doute que ça va générer des avis divers et variés, des ossements d'yeux, voilà, c'était l'objectif. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu aimerais parler aujourd'hui? Je pense que oui, je vais avoir généré sûrement des ossements d'yeux, etc. Mais je pense qu'en fait, il faut simplement qu'on essaye de se comprendre. Et je dis ça autant à moi-même, aux gens de ma génération, que aux gens des autres générations. Le plus important, c'est d'essayer de se comprendre. Genre, je demande toujours l'avis des vétos avec qui je suis à ce sujet. Toujours. Et j'écoute j'écoute toujours ce qu'ils ont à dire. Et il y a des choses avec lesquelles, effectivement, je suis pas d'accord. Et qui créent des haussements d'yeux dans notre génération aussi. Mais en fait, on a chacun notre avis par rapport à notre vécu, mais c'est toujours ça qu'il faut garder en tête. C'est on n'aura sûrement pas tous le même avis, mais le tout, c'est simplement d'essayer de comprendre pourquoi l'autre a cet avis-là. Et ça veut pas dire rejoindre son avis, ça veut pas dire lui dire ouais d'accord t'as raison, ça veut simplement dire ok je comprends, de là où tu le vois, je peux comprendre ce que t'es en train de me dire, mais moi je le vois d'un endroit différent et on n'aura jamais le même avis, ou en tout cas pas tout de suite. Ouais, vraiment c'est rester à l'écoute et voilà, essayer de comprendre. Pour moi c'est le plus important. Et aussi les vétos expérimentés, j'ai l'impression que parfois ils se disent que les nouveaux vétos ils s'en foutent un peu, que tout ce qu'ils veulent c'est des vacances, etc. Encore une fois je parle pour moi, mais je sais que c'est quand même très répandu autour de moi. On a extrêmement peur de se mettre à travailler, on a extrêmement peur de faire des erreurs, on est super stressé, on a envie de bien faire, mais vraiment on a envie d'être bon, on a envie de bien faire, et en fait c'est juste que pour nous, ça passe par le fait d'être bien pour pouvoir accepter les échecs, pour pouvoir faire de nouvelles choses, prendre de l'expérience. Ça nous demande d'être bien dans notre tête, en fait. Et il y a des gens pour qui c'est se donner à fond dans le travail et ne voir plus que par ça. Je sais que mes parents, c'est totalement ça. Enfin,
C'était ils se donnent à fond dans leur travail et pour eux l'expérience s'acquiert comme ça en travaillant d'arrache-pied, en ne prenant pas de pause. Pour eux c'est ça. Pour nous c'est simplement c'est très individuel en fait. Chacun a sa manière d'expérimenter les choses, d'acquérir des connaissances et voilà. C'est essayer de comprendre ça, je pense. Écoute, merci Alexandra. Je pense que c'est une très belle, jolie façon de terminer ce podcast avec cette conclusion, tout simplement. Je te remercie pour ta transparence, pour ta candeur, pour ta participation. C'est pas toujours facile, même si t'es une expérimentée du podcast. Voilà, je sais que de se retrouver de l'autre côté, c'est pas toujours aussi facile. Donc merci pour ça. Et encore une fois, voilà, j'encourage les personnes qui écoutent à réagir parce que c'est des sujets importants. Et il n'y a pas de forcément tort ou raison. Il y a surtout des solutions à trouver pour continuer à avancer et faire avancer la profession, je pense. Oui, merci beaucoup en tout cas de m'avoir invitée, de m'avoir donné la parole. Effectivement, quand on se retrouve de l'autre côté, c'est différent. Mais non, j'ai vraiment bien aimé notre discussion et puis moi aussi, je serais très très heureuse de lire les différents commentaires et d'avoir vos avis divergents. Merci tout le monde. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser et ou à lui laisser 5 étoiles. Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée et surtout prenez soin de vous, de votre famille, de vos collègues et de vos patients.